Au nom du comité d'organisation, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et remercier la presse pour sa présence et pour l'intérêt qu'elle porte à la géopolitique dans le Sahel et plus particulièrement au Mali, qui aujourd'hui est l'épicentre de la déstabilisation du Sahel. Le Mali qui est aussi le point de départ des putschs dans la région. C'est aussi pour moi l'occasion de saluer l'esprit patriotique et républicain des porteurs et des initiateurs de la présente conférence de presse. Il s'agit entre autres pour nous de citer la CCI Mali, qui est la coordination des associations qui luttent contre l'injustice au Mali, qui chapeaute l'organisation matérielle, mais aussi de remercier des cadres maliens établis en France, de remercier des représentants d'associations villageoises qui se reconnaissent dans le combat pour la sauvegarde d'un Mali uni, qui se reconnaissent dans un Mali respectueux de sa parole donnée, respectueux de l'état de droit, de la démocratie et surtout de Mali respectueux des valeurs cardinales de la communauté de destin. Car la communauté de destin est le socle et le soubassement de notre vivre ensemble légendaire, mis à mal depuis l'avènement du double putsch par une junte de plus en plus impopulaire, par une junte qui s'accroche par les armes, une junte qui se refuse d'ouvrir le jeu démocratique qu'elle a obligation d'arbitrer sans en être juge et partie. Alors, chers compatriotes maliens établis de France, merci d'avoir décidé de briser le silence. Avec votre permission, je voudrais qu'ensemble nous puissions observer une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes mortes au Mali pour la démocratie, les victimes pour la liberté. S'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. Nous avons aujourd'hui jugé opportun d'entretenir la presse que vous êtes sur un certain nombre de sujets qui nous semblent pertinents, tout en restant ouverts aux sujets d'actualité. Il s'agit entre autres des questions sécuritaires. Nous savons tous que courant décembre 2023, 7 camps militaires ont été attaqués et détruits au Mali. En janvier 2024, un élu a été assassiné dans la région de Mopti et dans la ville de Bamako, un élu du parti Adema a été enlevé chez lui. Début février 2024, vers la frontière Mali-Mauritanie, une attaque terroriste a causé des pertes en vie humaine. Depuis août 2020 à nos jours, des localités comme Farabougou au centre et les régions de Menaka, Gao, Tombouctou, Kidal au nord du Mali font l'objet de blocus à répétition. Des massacres et tueries massives par la milice Wagner sur nos populations sont monnaie courante. Toutefois, nous saluons l'achat d'équipements militaires par la junte. Il revient tout de même de se poser la question de la transparence. Ces équipements ont été achetés à quel coût? Pourquoi garder le secret sur les fonds qui ont permis d'équiper notre armée alors que le chef des putschistes maliens a ouvert la boîte à Pandore sur la lutte contre la corruption? Pour rappel, un ancien Premier ministre malien est mort pour raison de suspicion sans avoir eu ni le temps ni le droit de dire sa part de vérité. Paix à son âme. Est-ce pour protéger les compagnons d'armes du colonel Assimi Goïta? Est-ce parce qu'il y a anguille sous roche et que ça sent la magouille? Le vérificateur général et la justice malienne devraient s'intéresser à ce dossier sensible. Nous évoquerons aussi avec vous les questions relatives aux binationaux. Ils sont 111 Maliens expulsés du Mali, expulsés chez eux, expulsés de la terre de leurs ancêtres. C'est du jamais vu, c'est scandaleux. Ils sont d'abord exclus de la magistrature suprême du Mali du fait de la constitution tripatouillée de juin 2023. Aujourd'hui, ils doivent plus que justifier de leur malianité. C'est comme si les binationaux n'ont que des devoirs et non plus de droit au Mali. Pour rappel, les Maliens établis à l'extérieur, c'est 2 fois l'aide publique au développement.
La suspension de ces aides impacte négativement les familles et certains projets locaux qui dépendent en partie des transferts effectués par notre diaspora. Les Maliens établis à l'extérieur méritent respect et considération. Ils sont le Mali. Ils font notre fierté dans plusieurs domaines de développement. Ils sont notre vitrine et à ce titre, ils méritent la protection de l'État du Mali. Sur les questions relatives aux réformes politiques et institutionnelles, nous voudrons évoquer les questions de réduction de liberté et des arrestations arbitraires. C'est l'occasion pour nous de saluer le sacrifice consenti par les défenseurs des libertés. Aujourd'hui, ils sont détenus politiques, ils sont envoyés en prison pour avoir décidé d'être la voix des sans-voix. Il me plaît de citer ici le chroniqueur Youssouf Bathily d'Irasbat. Dans la même veine, faire un clin d'œil à son mouvement politique, le CDR, qui n'a jamais baissé les bras malgré la conjoncture et les arbitraires détenants du pouvoir usurpé. Merci au CDR. Qatarose, Madame Vicher paie le lieu de tribut pour son combat contre la cherté de la vie au Mali. C'est aussi important pour nous d'évoquer avec vous les questions du dialogue intermalien. L'opposition politique avait appelé courant 2023 un dialogue intermalien inclusif, réconciliant et constructif. De notre point de vue, l'entrée à Kidal aurait pu se faire sans effusion de sang. Paire les armes contre nos frères du CSP et unifier les Maliens autour de la stabilité socio-économique et politique était à portée de main. Mais les Assimites ont préféré la guerre à la paix. Dialoguer avec ceux qui sont déjà acquis et qui sont en phase avec les méthodes d'un autre âge est une causerie familiale. Ça a l'avantage de consolider la forfaiture et l'inconstance. C'est du leurre et de la poudre aux yeux. À notre entendement, le vrai dialogue a pour objectif de rapprocher des points de vue divergents, de concilier les parties en conflit, de libérer la parole et donner à chacun l'opportunité de dire sa part de vérité et de faire son mea culpa afin de reconstruire la nation malienne en déliquescence. On ne saurait tenir ce type de débat sans faire allusion à la sortie du Mali de la CEDEAO. C'est le lieu ici de rendre un vibrant et mérité hommage aux pères fondateurs de la CEDEAO pour leur vision éclairée et pour leur souci de la communauté de destin des peuples. En dépit des lacunes des textes, il sied de féliciter la CEDEAO pour le traité additionnel qui a intégré les notions de gouvernance, les notions de démocratie et de droits de l'homme. Ce qui prouve à suffisance que cette organisation a le souci de faire évoluer ces textes selon la géopolitique, selon le contexte, mais aussi selon les préoccupations des populations. Les textes sont donc perfectibles. Il est beaucoup plus facile pour les juntes usurpatrices de pouvoir d'accuser les voisins, d'accuser la CEDEAO et d'accuser aussi la communauté internationale plutôt que de reconnaître leur propre part de responsabilité dans les souffrances infligées aux populations, de situer leurs responsabilités par rapport à l'échec de leur pilotage à vue, de situer leurs responsabilités par rapport à la perte du contrôle de leur territoire, un territoire assiégé par les forces du mal, et de situer leurs responsabilités dans la méfiance des institutions financières à leur égard et dans le divorce avec la communauté régionale. Il est beaucoup plus facile de réclamer la CEDEAO des peuples à la conférence des chefs d'État, pendant que les juntes des États esselés du Sahel, d'IAES, prennent des décisions unilatérales qui peinent les populations sans consulter le peuple. Finalement, qui est le peuple? Qui donc a le monopole du peuple? Le peuple serait-il devenu le dindon de la farce? Oh que non. Si la légitimité est donnée par le peuple, alors, sans risque de se tromper, les juntes assimisées n'ont aucune légitimité à engager la responsabilité du peuple au nom d'une souveraineté à géométrie variable sans avoir à soucier le peuple. C'est bel et bien un autre coup d'État qui est perpétré contre le peuple dans ces 3 pays du Sahel. Fort heureusement que la Constitution du 23 juin 2023 dit que le coup d'État est un crime imprescriptible. Les coupables
doivent donc se préparer à répondre de leur nouvelle forfaiture devant l'histoire. Nous évoquerons aussi avec vous la tenue des élections, donc le retour à l'ordre constitutionnel normal. À notre entendement, il n'y a pas d'alternative à la tenue des élections. La tenue des élections est un impératif et une obligation régalienne. Ce d'autant plus qu'une transition, comme son nom l'indique, a une durée limitée et la mise en place d'un régime élu démocratiquement met d'office fin à une transition qui a déjà trop duré. C'est l'occasion pour nous de condamner fermement le report des élections au Mali. Et nous condamnons la prolongation d'office de la transition. Un report signifié qui n'a associé ni peuple, ni les forces vives de la nation est un acte méprisable. C'est bien la preuve que force n'est plus à la loi au Mali, mais aux armes. Revenons aux alternatives, parce qu'il est question aujourd'hui d'évoquer l'impasse de la transition malienne et quelles sont les alternatives que nous proposons. En termes d'alternatives, il est très important pour nous d'aller vers la libération de tous les détenus politiques. Nous exigeons le retour des exilés qui le souhaitent. Nous souhaitons ardemment de réformer la justice pour qu'elle soit au service de la vérité et du peuple et non pas à la solde du prince du jour. Nous exigeons d'accueillir sur notre territoire tous les binationaux et tous les Maliens établis à l'étranger, disposant d'au moins un document administratif du Mali, périmé ou non. Nous exigeons le maintien du Mali dans la CEDEAO et demandons la soumission de la junte à l'application des textes de l'organisation régionale, des textes qui condamnent les violations du calendrier électoral relatif au retour à l'ordre constitutionnel normal d'arbitre et regagner les casernes. Au-delà de la date indiquée, courant mars, pour la tenue des élections, en commun accord avec la CEDEAO et le peuple malien, nous appelons les Maliens à ne pas reconnaître Assimi Goïta comme le président et chef de l'État du Mali. De ce qui précède, il reviendra aux démocrates et aux patriotes de tous bords de se saisir des mécanismes et instruments juridiques en vigueur pour imposer une transition civile au Mali. Une transition civile s'impose pour réconcilier les Maliens d'une part, mais aussi et surtout pour approcher le Mali de ses voisins et de la communauté internationale. Une transition civile s'impose pour organiser en 6 mois des élections présidentielles crédibles et consensuelles et transmettre le pouvoir à un régime démocratiquement élu. Je vous remercie et me prête à vos questions relatives aux points évoqués, mais aussi sur les questions d'actualité. Merci encore une fois de plus pour votre aimable attention. La parole est au journaliste et à qui veut la prendre. Merci. Votre parti, quelle est sa réalité, son effectivité aujourd'hui au Mali? Est-ce un parti qui est toujours reconnu ou un parti qui est honni, pour ne pas dire banni, par les autorités maliennes? Troisième question, liée à cette deuxième, si votre parti n'est pas reconnu, à quoi ça sert tout ce que vous venez de dire? Voilà mes 3 questions. Merci. Le prochain. Elijah Deblat, RP Média. Bon, moi j'ai pris le train en marche, hein, donc je vais poser une question d'ordre généraliste. Hein. À l'image de la France, hein, où Emmanuel Macron est arrivé à un peu bouleverser les choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gauche et la droite, c'est très compliqué de reconnaître, alors que c'était des lignes qui nous permettaient d'avoir une lecture de la politique française. Pardon? Oui. Voilà. Et justement, est-ce qu'à l'image de cette politique française au Mali,
quand les militaires ont pris le pouvoir, dès lors que le CNSP a été installé, ils ont eu cette volonté-là de bouleverser la carte politique malienne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à tort ou à raison, j'ai pas de jugement là-dessus, c'est juste un constat. C'est très compliqué aujourd'hui de dire que un politique a dit telle idée, que c'est une bonne idée. Et donc on tend vers un bannissement de la classe politique, un bannissement de l'homme politique, à l'exception de Choguel Maïga. Maintenant, à votre échelle, ou à l'échelle de ceux qui pensent comme vous, quelle est l'alternative pour remettre le politique dans son droit, c'est-à-dire dans une concurrence de prendre le pouvoir pour la gestion de la chose publique? Quelle alternative? Justement, c'est quelle alternative la classe politique a aujourd'hui pour devenir normale, comme elle était avant. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour elle de s'exprimer parce qu'elle n'est pas prise au sérieux. Il y a un inconscient collectif qui dit que si le pays en est là, c'est à cause de vous et rien que par vous. Et donc, quelle est l'alternative que vous pouvez proposer en termes de choix politiques ou en termes de choix de gouvernance afin que le crédit qui était celui des partis politiques, des hommes politiques ou de la parole politique revienne? Boukanyare, RP Média. Donc, on sait que vous faites partie d'un collectif, et parmi ces collectifs, il y en a des partis politiques qui ont participé aux activités menées par le pouvoir de la transition. Je prends juste un exemple, lors de l'organisation des ANR, il y a un certain nombre de partis politiques qui en ont pris part. Voilà. Et puis après les ANR, on a eu quelques activités par rapport à la nouvelle constitution, qui est l'organisation du référendum. En amont, les partis politiques ont été consultés. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce qu'on appelle le dialogue intermalien. Donc, parmi toutes ces activités, est-ce qu'aujourd'hui, votre organisation a pris part de ces activités? Si oui, quel était votre rôle? Est-ce que le message que vous avez porté ici aujourd'hui, vous avez porté le même message auprès du gouvernement de la transition? Donc, aujourd'hui, vous dites que vous ne reconnaissez plus Assimi Goïta comme le président du Mali ou le président de la transition, et vous recommandez en alternative une transition purement dirigée par les civils. Aujourd'hui, cette voix, elle est portée par qui? Est-ce que c'est juste par le collectif? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes accompagné dans cette décision? Sur le plan légal, comment avez-vous envisagé de porter cette voix aujourd'hui auprès du gouvernement de la transition? C'est ma question. Je m'appelle Kamara Malali, président de Gambanaro International. Moi, ma question se porte surtout sur la question de l'esclavage au Mali, qui est une réalité. Monsieur Ismaël, vous avez parlé de tous les problèmes, mais vous avez oublié de souligner la question de l'esclavage, qui est un phénomène qui a fait beaucoup de morts au Mali, plus de 3000 déplacés, plus d'une dizaine de morts. Et parmi cette dizaine de morts, 5 viennent de la région de Nioro. Actuellement, depuis le 4 janvier 2024, il y a 4 personnes qui croupissent dans les prisons de Nioro pour avoir dénoncé l'esclavage sur les réseaux sociaux. Un monsieur a été tabassé, on l'a dénoncé sur les réseaux sociaux. Et au lieu que les bourreaux soient emprisonnés, le procureur de Nioro et le CV de Nioro ont mis les victimes en prison parce qu'ils ont partagé des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc pour nous, on doit poser la question sur la question des droits de l'homme, le respect des droits humains, les libertés fondamentales qui sont complètement bafouées, surtout et surtout dans la région de Nioro et surtout dans la région de Kaya en général. Donc il est temps que le gouvernement mette en place une loi criminalisant cette pratique pour une bonne fois et toutes. Et ma deuxième question va se poser sur les politiques. Parce qu'on a l'impression que au niveau de la région de Kaya, les politiciens ont peur de se mêler dans la question de l'esclavage sous prétexte que si jamais vous essayez de voter une loi contre l'esclavage, les féudo-esclavagistes de la région de Kaya vont saper vos partis politiques. Est-ce que c'est par peur de perdre des voix que vous ne voulez pas vous immiscer dans la question de l'esclavage dans la région de Kaya? Merci beaucoup.
encore une fois de plus, c'est la qualité des journalistes, la qualité des questions qui est plus importante. Et nous avons été servis. Je me réjouis de ce premier tour de table et je voudrais, avec votre permission, répondre. Je suis Ismaël Sako, je suis président du Parti social-démocrate africain PSDA, créé en mars 2013 à Bamako, qui a participé en accompagnant un candidat aux élections de 2013, le camarade paix à son âme Ibrahim Boubacar Keïta, au premier et au second mandat. À la suite, j'ai été nommé conseiller au cabinet du président Ibeka, d'abord chargé des questions de migration, ensuite sur les questions politiques. À la chute de ce régime, quand je suis rentré chez moi, le président Bandaou nous a fait appel et j'ai maintenu la fonction de conseiller chargé des questions politiques. Alors, à la suite du double coup d'État, il y a eu des suspicions. Des hommes armés sont allés chez moi pour me chercher et m'arrêter. Heureusement que j'avais été informé par quelqu'un, donc j'ai échappé. Et 4 jours après, on me dit, Monsieur Sako, vous pouvez rentrer chez vous, on s'est trompé. D'accord. Donc quand je vais au palais, je prends mes affaires et je rentre chez moi et j'informe ma femme et mes enfants pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, moi j'estime que ma fonction à Koulouba a pris fin. Nous travaillons ensemble, s'il y a une suspicion, on aurait pu me convoquer et puis me poser des questions. Mais on n'envoie pas des hommes armés me chercher, notamment réveiller ma famille et puis les menacer, si je ne me rendais pas, de les arrêter eux-mêmes. Donc même s'ils me disent que c'est fini, je pense que la confiance n'y est plus. Alors en réunion de famille, on me dit, continue à aller, ils vont te remercier. Mais si tu cesses de partir et tu restes, ils vont te suivre, ils penseront que tu ne pourrais pas quelque chose. Sois intelligent, ne tombe pas dans leur piège. Donc Ismaël Sako, effectivement, à partir de 2 juillet 6 juillet 2021, nos différents décrets ont été abrogés avec satisfaction. Donc à l'époque, j'appartenais à un regroupement politique qui s'appelait le cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie, dont j'ai été l'un des porte-parole. Alors, en tant que président du parti, vice-président de la plateforme Djigakura et porte-parole des cadres d'échange d'une transition réussie, nous avons au départ été une force de proposition, une alternative crédible pour faire en sorte que la transition arrive à terme, parce que Assimi Goïta, président de la transition du Mali, avait pris l'engagement lors de sa prestation de serment d'organiser les élections au bout des 9 mois. Nous avons estimé que 9 mois restants, il fallait accompagner cette transition et être aussi, on va dire, une sorte de veille de conscience et dire quand c'est pas bien. Nous sommes restés 5 mois après, quand nous nous sommes aperçus qu'au lieu de faire les élections, que finalement c'est une des assises dites de refondation qui nous sont proposées pour prolonger la transition. À partir de ce moment-là, Ismaël Sako, chef de parti politique et membre influent des différents regroupements que j'ai cités, nous avons décidé de monter au créneau et de rappeler les obligations de la junte malienne. Assimi Goïta nous reçoit fin novembre 2021 à Koulouba, Gétion 7, pour nous demander d'accompagner les assises nationales dites de la refondation. Lorsque mon tour est venu de prendre la parole, j'ai dit au président de la transition, Monsieur le Président, je vais vous parler les yeux dans les yeux. Vous êtes officier de notre armée, vous êtes officier supérieur de notre armée. Depuis votre prise de pouvoir, vous avez été vice-président chargé des questions militaires au Mali, de la défense. Nous perdons chaque semaine, chaque mois des villes. Comment justifiez-vous cela? La population vit dans une grande précarité et vous voulez faire des assises de la refondation pour prolonger la transition. Et si c'est le cas, des sanctions de la CEDEAO vont pleuvoir sur le peuple malien qui va en pâtir. Ce n'est pas une bonne décision. J'ai mission sur mandat qui nous a été donné. Si les autres ne l'ont pas dit, moi je vous le dis. Nous ne participons pas à ces assises parce que ce n'est pas des assises de refondation, c'est plutôt des assises de prolongation de la transition. Et nous nous opposerons à vous et nous mènerons toutes les actions politiques régies par le cadre légal pour nous faire entendre. Donc on quitte Koulouba. Les semaines qui ont suivi, les 3-4 mois qui ont suivi, j'ai été percutant sur certains médias nationaux, Radio Clédou, au même titre que Chérifla TV ou Deliba TV, à la télé nationale au Mali, privée, pour donner la part de vérité du collectif dont j'étais porte-parole, et sur des antennes internationales.
Oui, à partir de ce moment, Ismaël Sako devient persona non grata dans son pays. Et je vais être persécuté à 2 reprises pour me prendre dans Bamako. Je vais être informé, je vais trouver des cachettes. Et à la 3e tentative, qui était bien ficelée, alors en réunion de famille, on me demande pour la sécurité de ma famille, pour qu'elle ne soit pas brimée, alors que je puisse, si je veux mener mon combat, que je puisse le mener en dehors du territoire. Alors pour la stabilité de la famille et sa sécurité, et pour continuer à mener mon combat tel que je le fais aujourd'hui, j'ai accepté discrètement, par l'aéroport, non pas par la route, de quitter le territoire malien. Alors j'ai été sauvé par les bons esprits qui font que je n'ai pas été pris à l'aéroport. Je me suis réfugié dans un pays africain. Et ça fait 2 ans que je suis en Afrique. Je suis à peine dans ce pays, à peine 1 mois que je suis ici. Donc c'est ça le petit parcours que je peux vous dire. Et nous avons servi l'État. Nous avons été au service des Maliens dans l'État. Nous n'étions pas aux affaires. Autant pour moi, nous étions dans les affaires sans être, je veux dire l'inverse, nous étions aux affaires sans être dans les affaires. On n'était pas dans du business. On était au service des Maliens. Et on assume notre part de responsabilité en tant que conseiller. Et nous assumons notre part de responsabilité aussi dans l'échec des différents pouvoirs. Donc ça, c'est la présentation que je voulais vous faire. Maintenant, est-ce que le parti PSDA est dissous? Oui, il y a une tentative de dissolution du parti PSDA à partir du 22-23 mars 2023. Parce que Ismaël Sako aurait intervenu sur une chaîne internationale qui était interdite au Mali. Pendant qu'en même temps, le ministre des Affaires étrangères intervenait dessus et des soutiens de la transition, dont Boubacar Sidiki Fomba et d'autres intervenaient pour donner leur avis. Et parce que Ismaël Sako aurait tenu des propos contre le Premier ministre par intérim lors de son passage aux Nations Unies que j'ai trouvé assez belliqueux, que j'ai trouvé assez ingrat par rapport à l'appui de la communauté internationale. C'était mon droit en tant qu'homme politique de prendre ma parole et de donner mon point de vue. Alors ils vont m'accuser de tentative de déstabilisation du pays. Un homme politique qui a sa plume et son verbe. Je n'ai pas d'armes et je ne suis en contact avec quelqu'un qui possède des armes. Mon combat, c'est ma plume, mon combat, c'est mon verbe, je le fais avec d'autres. Donc, le parti a en 14 juin 2023, le tribunal, je pense, de la commune 2 a prononcé la dissolution du parti. Le jour même, nous avons fait appel, conformément à la loi. De cette date aujourd'hui, nous sommes au niveau de la cour d'appel de Bamako. Le parti n'a pas été dissous. Le parti est en cours de dissolution. Nous avons un recours au niveau de la cour d'appel de Bamako. Et si nous perdons, nous avons un recours au niveau de la Cour suprême. Nous allons utiliser tous les canaux légaux que nous offre la justice dans notre pays. Et pour votre information, en octobre dernier, j'ai été saisi par des camarades qui ont été appelés par le magistrat qui gère notre dossier pour dire qu'il y a des individus qui sont passés leur voix pour dire qu'il faut remettre le dossier du PSDA en selle, il faut rapidement le dissoudre. Ça date d'octobre. Donc ce n'est pas un combat pour la vérité, c'est une cabale politique pour faire taire un homme qui a la tête sur les épaules et qui pense dire sa part de vérité dans le cadre de la loi dans mon pays. Et je ne suis pas le seul, parce qu'après Ismaël Sako, c'est Omar Mariko. C'est maintenant Kaoral Renouveau. C'est la CEMAS de Mahmoud Diko. Donc, c'est crescendo. Alors, on peut ne pas être chef d'un parti politique et être un citoyen malien. Décider en tant que citoyen malien de mener le combat tel que la Constitution m'octroie en tant qu'individu et citoyen malien. Mais je suis aussi membre des collectifs. Depuis, je suis membre de l'appel du 20 février. Et Chérif Kone, comme Vraiment Diarra, ont été, on va dire, dégoûtés de leur fonction de magistrat au Mali parce qu'ils ont porté le même combat que nous. Donc le parti n'est pas dissous. Le parti est en alliance avec, dans des plateformes. Et Ismaël Sako, au-delà du chef de parti politique, reste un Malien. La Constitution lui donne tous les droits de saisir les tribunaux, les instances des décisions juridiques et politiques pour donner son avis. Et ça, on ne peut pas me l'ôter. Je peux me présenter devant n'importe quelle presse de n'importe quel pays en tant que citoyen malien. Des partis de tout costume politique. Après, l'identité politique, on n'a pas besoin d'être dans un parti politique ou chef d'un parti politique pour porter les questions politiques. Elles sont légitimes. Ensuite, c'est pourquoi je me mets devant vous pour vous parler. Et aujourd'hui,
Vous avez vu autour de moi, ceux qui sont là ne sont pas tous membres de partis politiques. Hein. D'aucuns ne sont d'aucune association politique. Ils sont individus, c'est des cadres, c'est des intellectuels. D'autres sont tout simplement représentants d'associations villageoises qui estiment que le combat que nous portons, ils se retrouvent, ils se reconnaissent dans ce combat. Et que nous n'avons pas tergiversé. Nous n'avons pas dit la chose de son contraire. On ne s'est pas dit. On est resté cohérent et constant du début à la fin. Au football, vous avez ce que vous appelez le VAR. Bon, peut-être que dans 5-6 ans, il y aura des VAR contre Ismaël Sakou, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Ok, merci Célestin. Ensuite, il y a notre frère Elijah de Blas. Oui, quelle est la réalité politique du parti, son effectivité? Oui, le parti politique PSDA aujourd'hui a été aussi démembré, il faut le reconnaître. Quand les militaires prennent le pouvoir, votre question, pour faire un parallèle, lorsqu'on décide de dissoudre, on utilise tous les moyens illégaux pour affaiblir. Quand on n'arrive pas à affaiblir l'homme politique, lui-même personnellement, quand il n'y a pas de dossier contre lui pour le traquer devant la justice, quand on n'arrive pas à le saisir, à le cerner, à le bâillonner ou à l'envoyer en prison, qu'est-ce qu'on fait? Dans toute organisation, il y a des faiblesses. Alors on passe par les plus faibles, on essaie de les attirer, de faire des propositions quelconques. Nous traversons cette période-là. Et heureusement que le paysan n'est pas le seul, fort malheureusement je veux dire, y compris les partis qui sont avec les tenants du pouvoir. Donc nous ne faisons pas exception à la règle, mais nous tenons de par notre ténacité. Nous tenons parce que nous pensons que nous avons le bon bout. Et que ceux qui sont en prison sont partis en prison pour des raisons que nous défendons. Et nous avons l'obligation morale de mener ce combat au nom de la vérité et de la démocratie. Et ensuite, Elijah de Blas, à l'image de la France, la politique française au Mali, oui, les militaires ont bouleversé le champ politique. Et avant eux, d'autres l'ont fait. Quand un militaire vient au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer d'assainir, d'affaiblir pour essayer de se faire une certaine autorité. Et ça aussi, ce n'est pas dans le but de départ. Les militaires avaient dit, nous sommes venus parachever la lutte de ceux qui ont pris la rue. Et nous sommes venus pour rendre le pouvoir. Leur mission n'était pas d'affaiblir les formations politiques. Ils ont d'abord essayé d'attirer les formations vers elles. Ceux qui ont accepté sont avec. Ceux qui n'ont pas voulu, il faut les affaiblir. Et ceux qui ont aussi accepté, qui ont des dossiers, pour qu'ils ne soient pas forts, il faut les affaiblir, il faut présenter des dossiers au pôle économique ou leur demander, attention, on a un dossier sur toi, tu te ranges. Et ceux qui n'ont pas voulu se ranger ont quitté le pays. Et ceux qui se sont rangés, les gens sont surpris pourquoi de telles formations, avec tel nombre de députés, tel nombre de conseillers, arrivent à se taire, n'arrivent pas à jouer le rôle qui est le leur dans l'échiquier politique national malien. Mais nous avons fait le choix de ne pas accepter les propositions. Oui, sur les réseaux sociaux, les gens souvent m'ont taclé, oui, parce qu'il a été déçu, c'est oui, parce qu'il cherche un poste. J'ai dit, bon, ceux qui m'ont connu ici, quand j'étais là, savent que nous avons toujours mené des combats légaux. Et que quand on a un objectif, on se bat pour. Et on reconnaît les valeureux parmi nous. On n'a pas de complexe d'aller vers eux et nous remettre en cause. Aujourd'hui, je ne me remets pas en cause par rapport au combat que je mène. Mais je refuse l'achat de conscience, je refuse de vendre l'idéal qui est le nôtre parce que nous avons des convictions. Oui, en politique, il y a aussi des convictions. Même si les gens pensent que ce n'est pas l'idéal, ça n'a pas de lendemain. Mais nous pensons que oui, il y en a encore. Et il n'y a pas que moi. Je vais saluer d'autres comme Omar Mariko qui se bat aussi, qui n'est pas là, qui vit et traverse la même situation que moi. Kawara le nouveau qui traverse la même situation que moi, qui se trouve loin d'ici. Mais nous sommes en phase parce qu'on se parle. Ensuite, est-ce que nous avons une alternative par rapport à ce qui se passe? Oui, il y a des alternatives. Nous sommes dans un jeu de chat de la souris avec la junte. Dès qu'elle sent qu'il y a une initiative qui se met en place, et cette initiative peut faire mal demain, alors ils font des enlèvements nocturnes, ou en plein jour, tu es dans une réunion, tu te trouves dans un restaurant, ils vont t'enlever. On te cagoule, on te fait disparaître pendant 3-4 jours, une semaine, on te moleste, et puis on te dit attention, la prochaine fois, voilà ce qu'on va te faire. Alors, combien de personnes qui ont vécu cette situation nous ont appelé pour dire que mon frère, j'ai envie de quitter le Mali, est-ce que tu peux m'aider?
La situation, je ne peux pas la tenir. Soit je quitte, soit je me tais. Je ne peux plus mener ce combat. Ils sont nombreux. Mais vous-même, vos confrères, combien ont quitté et se trouvent ici? Combien ont quitté et se trouvent entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire? Des journalistes que je connais. Hier, qui taclaient Ismaël Sako. Aujourd'hui, qui se trouvent dans la même situation que moi. Parce qu'un seul article. Et ils ont été malmenés quelque part. Ils ont préféré quitter le pays. Donc, nous ne nous fatiguons pas de réfléchir. Nous ne nous fatiguons pas de mettre en place des dispositifs, des mécanismes pour parler aux gens. C'est ce qui explique ma présence ici. Je ne suis pas là que pour faire une seule conférence de presse. Nous avons une conférence de presse dans l'agenda. Mais après la conférence de presse, nous projetons une conférence de débat aussi avec des Maliens. De tout bord, de toute sensibilité. Parce que nous sommes dans une démarche pédagogique. Nous ne nous imposons pas aux gens. Ils ont leur part de vérité. Ils sont souvent assénés de ce qu'on appelle la propagande médiatique de la chaîne nationale et des activistes à la solde que j'appelle des loupards virtuels et qui font leur propagande sur les réseaux sociaux. Et la plupart de nos compatriotes écoutent ceci. Donc notre parole dedans est souvent noyée. Mais parce que nous sommes restés constants. Parce que nous croyons en ce que nous faisons. Qu'au départ, ils étaient 100, 150. Aujourd'hui, ils sont en peine 7, 8. Nous avons réussi à mettre le débat sur les réseaux sociaux au même niveau. Et aujourd'hui, nous avons inversé la tendance. C'est leur soutien qui, discrètement, nous écrivent pour dire que nous étions trompés. Et beaucoup de messages. J'ai encore des vidéos d'hier et d'aujourd'hui, des gens qui disent « Nous avons accompagné, mais nous avons été déçus. Nous nous sommes trompés sur l'homme. Nous sommes trompés sur les messages qui nous ont été envoyés. » Donc ça, c'est parce que nous n'avons pas lessiné, parce que nous ne nous sommes pas fatigués. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? De quoi on ne nous a pas traités? Nous avons souvent demandé, appelé nos parents pour demander pardon à nos parents, pour les injures qui leur sont adressées, à notre famille. Alors, et nous avons eu la chance que la famille a dit vous avez notre bénédiction. Ça nous suffit largement pour dire que nous ne sommes pas en déphasage avec la culture de notre pays. Et que ce qui aurait gêné la famille, et nos familles, pas que la mienne, c'est si on était plongé dans des micmacs qui nous auraient gênés sur les questions de morale et d'éthique. Parce que chacun est issu d'une famille. Chacun sait d'où tu viens. Aujourd'hui, on nous voit comme homme politique, mais peu de gens se posent des questions. D'où vient ce monsieur? Où est-ce qu'il tire sa arme? Il vient de quelle localité, de quel village? De quelle famille? Qui sont ses parents et ses grands-parents? On ne cherche pas à savoir qui est l'homme. On te voit en costard, costume, on pense ce qu'on pense, on te met dans le moule de tout le monde et tu acceptes d'endosser ce qu'on pense de toi. Mais souvent, dans des discussions en privé, les gens se rendent compte qu'on s'était trompé. Donc, pour dire que ce combat, nous allons le mener, nous ne le menons pas seuls, nous le menons avec nos moyens. Ce n'est pas le lieu de rentrer dans les détails de nos stratégies. Mais à Bamako, des choses se préparent avec des camarades à moi. Et je suis en contact avec eux, hier, avant-hier, au quotidien. Et je pense que les semaines à venir, j'ai annoncé un délai qui est le mois de mars. Observons et attendons de voir. Ils joueront leur rôle malgré les difficultés, malgré les visites inopinées de la BIJ, la brigade d'investigation judiciaire, chez eux. Et ils changent presque chaque semaine des petits téléphones non Android. Et comme j'ai dit, c'est le jeu du chat et de la souris. À tout moment, ils peuvent être pris. Mais ils se sont répartis les tâches au cas où je suis pris, tel doit faire quoi. Donc nous travaillons chaque jour à affiner notre approche, notre stratégie. Si tu es pris, qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a pas marché. Ça a foiré. Qu'est-ce qui ne foirera pas la prochaine fois? Est-ce qu'on peut réussir? On est dans le réussissement continuel. Et la gente aussi, de la même chose. Mais nous avons espoir. Notre force, c'est quoi? Ce n'est pas nous. C'est pourquoi j'ai dit le peuple. Qui est le peuple? Vous êtes sur les réseaux sociaux comme moi. Vous suivez chaque semaine, chaque jour, des Maliens qui disent que l'expression Mambala Antorola. En Ségana. Vous suivez chaque semaine, chaque jour. Anti-Yafa. Anti-Fédi, anti-Fessini. Ça se dit aujourd'hui. Ça ne se disait pas il y a un an. Ça, c'est pas d'Ismaël Sako. C'est parce que les résultats que la junte a présenté au peuple malien est en deçà des attentes. Largement en deçà. C'est pourquoi une transition ne doit pas être longue. Tu
Tu ne peux pas prendre un mécanicien, tu le mets dans un avion pour dire qu'il devient pilote. On me dira, il y a des militaires qui ont réussi ailleurs, je vous dirai oui. Kagame a réussi, Rawlings a réussi. Mais c'est des gens qui ont honoré leur engagement. Assimi avait tout à gagner à dire j'organise les élections, je fais un break, et puis je laisse les politiques gérer, je me prépare, et après, si les gens me font appel, je reviens. Et ils se seraient formés autrement. Mais je garde le pouvoir, je ne lâche pas. Tous ceux qui disent, qui me donnent des conseils, je les vois comme des ennemis et comme des adversaires. Nous ne sommes pas des adversaires du Mali. Nous ne sommes pas des ennemis du Mali. Nous avons une vision, une façon de voir. Donc, nous sommes sur le terrain, nous agissons. Et ce n'est pas comme, je vais dire, le poing sur le visage ou le nez sur le visage. Mais c'est des actions qu'on pose et crescendo qui parlent d'elles-mêmes et qui font tache d'huile et qui font que l'éveil de conscience est en train de faire tache d'huile. De Kaya Sigou en passant par Mopti ailleurs, les gens épousent notre point de vue aujourd'hui. Mais tu dis aux gens de sortir de parler, mais dès que je décide de sortir, de faire des manifestations après-demain, je suis pris le soir ou la veille. Alors nous avons changé d'approche. Et ça, je ne le dirai pas, mais je sais ce que ça va se faire. Alors, ce que je fais est su de mes alliés. Je ne le fais pas en tant que moi, je le fais avec ceux qui sont ici et qui ne sont pas là. Parce que vous savez, Paris, la France, les gens travaillent en semaine. C'est pourquoi un week-end, il y aura une conférence débat. C'est pourquoi après la conférence débat, nous avons décidé de faire une approche d'entretien individuel de 2, 3, 4 personnes. Et nous allons même dans les foyers pour rencontrer les gens et parler avec eux. L'entretien individuel. Lydia, le nom de famille. Malé. Malé. Malé, c'est là, Sikasso, Kadjolo. Région de Ségou, Serge Doubla. Merci. Quand tu dis Malé chez nous, on sait d'où tu viens plus ou moins. Quand il dit Guimayara, on sait qu'il vient de quelle ethnie il vient. Quand on dit Traoré, on cible les gens. De lui, quand il dit qu'il est Soumaré, on sait déjà d'où il vient quand il dit qu'il est Soumaré. Lui, les Camara, on sait d'où ce qu'il vient. Dao. Chacun de nous a un nom et le nom parle. Ce qui est dangereux et mauvais en plus du nom, c'est quand tu as laissé des taches et que tu n'as pas été propre. Nous estimons que nous pouvons parler aux Maliens de France. Nous avons plusieurs casquettes et de façon humble, sans être de notre leçon, parce que pendant ces 2 ans de cabale, d'exil forcé, j'ai appris beaucoup à me remettre en cause. Et je remercie le destin que j'ai été choisi pour cette situation compliquée. Mais peut-être que c'est par là que d'autres sont passés, que je passerai, comme Omar est passé, comme Karoual passe. Comme Rasbad se trouve en prison aujourd'hui et Ben le cerveau qui a aidé cette transition, qui a servi à chasser la communauté internationale, se trouve en prison. Mais chacun vit son destin. Et nous l'accueillons en disant Alhamdulillah. Et merci à vous qui nous posez ces questions pour qu'on puisse nous comprendre. Ensuite, le choix de la gouvernance dans le pays. Je l'ai dit, la démocratie, il n'y a pas d'alternative à la démocratie. Ceux-là même qui sont au pouvoir, qui refusent de faire des élections, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils ont opté pour une constitution, ils parlent de société de démocratie. Comment aller vers une démocratie si tu ne libères pas la parole? On n'est pas dans les années 60-68 où on peut faire un coup d'État et garder le pouvoir indéterminément. Ça, c'est fini. Vous savez, vous êtes malien, je ne vous apprends rien. Nous sommes un peu plus patients. Mais le Malien est un peuple aussi qui a ses limites. Et un jour, ça va déborder. Et c'est le cas. Les gens commencent à dire, amenez-moi en prison, je n'ai pas de souci, mais je veux dire ma part de vérité. Mais ça, c'est nouveau dans le langage du Malien. Mais tu avais raison, j'ai des amis d'enfance qui m'ont vu grandir, qui pour moi sont des frères. J'ai fait 1 an. Moi, pour moi, il n'y a pas de bonjour entre nous. C'était les moments les plus difficiles pour moi. Mais il y a 4 mois, 3 mois, tous les matins, c'est des messages, on s'est trompé, excuse-nous. Mais tu m'as vu grandir, tu sais qui je suis. Comment tu peux penser que... Mais c'est ça aussi la démocratie. Si vous suivez mes posts, combien de fois je suis taclé? Je ne réponds pas négativement. Les gens ont le droit de me tacler. J'ai le droit de donner mon point de vue. J'étais conseiller d'IBK. Ici à Paris, je venais. Mais on me disait des choses graves sur la gouvernance d'IBK. Vous n'avez jamais vu me prendre en conflit avec quelqu'un ici à Paris. Je ne l'ai jamais entendu. Vous n'avez jamais vu...
Parce que j'ai estimé qu'il y avait des griefs qui étaient légitimes. Il y avait des failles dans le système. Il y a eu des échecs des hommes politiques. Ce n'est pas la démocratie qui est mauvaise. On n'a pas eu de bons démocrates, accompagnés par de vrais démocrates. Ceux qui ont voulu faire de la démocratie comme leitmotiv de développement ont eu dans leur entourage des gens qui ont voulu se servir de l'appareil d'État. Et nous travaillons pour que demain, on ait d'autres cadres politiques qui se reconnaissent de par les valeurs. Que ce ne soit pas parce que je connais Tchambel que demain, j'ai un minimum de pouvoir, je vais l'appeler parce que je connais Tchambel. Mais j'appelle Tchambel sur la base de quelles compétences? Il faut qu'on aille vers ça. Qu'on soit sur la base de la culture du mérite. Qu'on soit sur le principe de la redevabilité. Que le pouvoir soit le plus proche possible de nos populations. Tu m'aurais croisé dans d'autres circonstances. Beaucoup me demandent s'il parle Bambara, s'il parle Soniké. Mais demain, tu me croises dans le foyer de Bara ou notre foyer, tu verras que ce n'est pas ce costard ou cette cravate que je vais amener. Je peux changer de style, mais je parlerai, je serai à l'aise avec eux, comme je serai à l'aise avec toi à parler Bambara. Donc, c'est cette proximité de l'homme politique avec son terroir. Et en 5 ans de conseiller, les images le montrent, vous pouvez le vérifier. Je ne me souviens pas avoir fait 4 mois à Bamako sans être allé dans un village au Mali. En 7 ans, je n'ai pas fêté le 22 septembre au Mali. Tous les 22 septembre, je l'ai fêté dans une localité. Bambara, Balenke, Sikasso, Kai, dans le Guilimara, le Djafounou, le Gadjaga. J'ai sillonné pour apprendre à me connaître. Parler aux gens. Prendre en compte leurs préoccupations et les transmettre à qui le doit. Mais je n'étais pas dans l'exécutif. J'étais conseiller. J'avais mes limites. Et en tant que conseiller, à plusieurs reprises, j'ai donné des points de vue qui ne plaisaient pas souvent à ma hiérarchie. Parce que je ne portais pas ma parole, je portais la parole des gens qui me recevaient chez eux. Je devais transmettre et faire des notes et à qui le droit. Apprécier ou différemment apprécier, mais c'était mon rôle. Pour moi, c'est aussi ça faire la politique. La politique, ce n'est pas du conformisme. C'est souvent sortir des chantiers battus. Donc, nous avons, dans un document écrit, avec des camarades à d'autres niveaux, pour dire que oui, l'homme politique a aussi fauté. C'est pourquoi nous sommes aussi dans ce patchwork. Dans ce patchwork où nous avons et politique et société civile. Et ceux qui ne sont pas politiques. Pour dire qu'il est peut-être issu du milieu paysan, mais il a son intelligence. Il a sa façon de faire et de voir. Comment, au lieu que ce soit nous qui puissions le manager, comment lui aussi, dans la phase de sa connaissance, on peut bénéficier de son savoir-être et de savoir-faire. Aujourd'hui, nous sommes dans ça. Nous avons animé une réunion la dernière fois dans le 19e ou le 18e. Là, on était le samedi 19e. Mais je suis chef de parti politique, c'est pas moi qui ai présidé la réunion. Hein. C'est la diaspora qui a présidé la réunion. C'est souvent ceux-ci qui sont arabisants, ou d'autres n'ont pas été à l'école, qui donnaient leur point de vue. Et j'étais là pour écouter, pour acquiescer et me mettre en cause. Donc c'est cette remise en cause de l'homme politique qu'on doit aussi davantage cultiver. Pas parce que tu es homme politique que tu es plus intelligent que les autres. Loin de là. Donc pour dire que nous avons un programme de gouvernance. Et Bouka, RP, Média, oui, les ARN, les Assises nationales de la refondation. Oui, il y a des camarades, y compris des partis politiques que nous avons présidés, certains de façon autonome, parce que c'est aussi la démocratie. Hein. Le parti peut dire, bon, nous ne participons pas, mais des individualités appartiennent aussi à d'autres corporations. Et vous savez qu'au Mali, je ne vous apprends rien, quand vous avez des foras, c'est aussi des perdièmes, hein. Des 5 000, 3 000, 10 000 francs CFA. Dans un pays où, mon frère, tu peux faire 10 jours, tu ne vas pas 5 000 francs CFA, donc quand on te donne l'opportunité, tu vas aussi. Mais souvent, tu vas par conviction. Il y a des gens qui sont partis par conviction. Ils ont cru à la junte. Ils ont espéré que ces gens, ces assises nationales de refondation, comme ils l'ont dit, avaient un caractère exécutoire. S'imposer, y compris au chef de l'État. Et ça allait refonder le Mali. Mais, je ne sais pas, mais moi, j'ai eu la chance d'être assis face à Assimi quand il était vice-président. J'ai eu la chance de les connaître, ne serait-ce qu'un laps de temps.
je sais qu'ils sont dans le leur et ils sont dans gagner du temps. Donc, on savait que les assises nationales de refondation n'allaient aboutir à du déjà vu. C'était du surplace. Et la preuve, les fortes décisions des assises de refondation n'ont pas été mises en œuvre telles que proposées par les participants. Mais est-ce que, est-ce que le dialogue intermalien, par rapport au dialogue intermalien, aujourd'hui, dans l'appel du 20 février, nous avons estimé, nous avons été les premiers à dire que le dialogue intermalien n'avait pas de sens. Il y a eu plusieurs forats au Mali. Qui est préside le dialogue intermalien? Ce n'est pas Issoufou Maïga, notre estimé cadre malien, qui a conduit le dialogue, le dernier, le dialogue national inclusif. Ce n'est pas Baba Akibeli et notre tante Aminata Ramataouré. Ce sont les trois, le triumvirat. C'est eux. Et j'étais à la plénière, dirigée par le président de sciences Issoufou Maïga, à laquelle plénière la SEMA était fortement représentée et l'actuel ministre des Malais de l'extérieur, à l'époque un peu décrié pour ses positions après l'accord d'Alger, et on était dans un dialogue national inclusif qui devait traiter de la question de réviser l'accord ou de ne pas réviser l'accord. Et ce jeune ministre à l'époque avait été ovationné. Mais il suffit à diriger avec une main de poigne. Il fallait lui pour qu'on aille à des résultats. Mais ça donnait quoi à la fin? Si on a dit tout ce qu'Ibeka a fait n'est pas bon, Ibeka a été manipulé par des forces étrangères. Toutes les décisions qui ont été prises lui ont été dictées. Et on prend les mêmes personnes à qui Ibeka a placé toute sa confiance pour mener les travaux. Et en même temps, c'est le même président qui sort à la télé qui dit, et une fois j'ai échangé avec Emmanuel Macron, qui m'a dit que bon, attention, ne fais pas comme Ibeka, parce que tout ce que nous avons dit à Ibeka, il a fait comme il voulait, et après il est parti. Il s'est contredit. Il a dit aux Maliens devant tout le monde que Ibeka prenait ses décisions de façon autonome, indépendante. Donc, ça, ce n'est pas l'homme politique. Ça, c'est le militaire qui rentre dans l'arène politique, qui ne maîtrise pas le jeu, qui ne maîtrise pas les codes. Donc, quand tu prends quelqu'un d'entre nous, tu lui demandes de diriger un bateau sous la tempête, dis-toi que le bateau va chavirer. Et donc, quand tu prends un colonel qui connaît les armes, qui a déjà été capturé à l'époque par les terroristes, qui a donc été fait prisonnier, qui doit sa sortie grâce à sa libération, grâce à Mahmoud Dicko, tu comprends qu'ils n'ont pas d'option. Ils sont dans le saut dans l'inconnu. C'est du jour au lendemain. On se réveille selon les difficultés du jour, on sort, on fait prendre des grandes décisions, des grandes déclarations. Éclat. Waouh, le Mali encore. Ils aiment être sous la lumière sans connaître le fond. C'est ce qu'il faut éviter. Donc nous estimons que ce dialogue intermalien, on devait tout simplement connaître, prendre des experts, chevronnés, et certains sont sur cette liste-là. Je ne doute pas de leur foi, de leur bonne foi, je bénéficie du doute, et j'ai confiance au génie malien. Et ils auraient pu tout simplement prendre la plupart des grandes décisions, des grands forats tenus au Mali, ces 10-15 dernières années, faire la quintessence et nous sortir 5, 6, 7 fortes recommandations. Et la junte aurait économisé en temps. Parce que nous avons appelé au dialogue avant. On aurait pu éviter tout ce problème. Pendant qu'on est dans les problèmes, on fait un dialogue. On fait un dialogue, mon frère, avec qui? On dialogue si on a des soucis. Mais si on est d'accord sur tout, qu'est-ce qu'on va dire? On fait de la causette, de la causerie. On doit dialoguer avec Mahmoud Dicko qui est à Alger. Avec Yad Agali qui refuse de rendre les armes alors que les assises nationales de la refondation ont dit qu'il faut aller même vers les terroristes maliens. Depuis décembre 2021. Nous sommes en février 2024. Plus de 2 ans, aucune démarche n'a été faite dans ce sens. Il faut aller avec la CEMA, le CSP, les ramener à la maison pour discuter avec eux. Nous sommes des Maliens. Mais pourquoi avons-nous choisi de mener le combat en dehors du Mali? Parce que nos vies sont menacées. Parce que d'autres comme nous sont en prison, ils sont malmenés. Des jugements sont faits, on demande de les libérer, mais ils sont maintenus. Donc, c'est une justice caporalisée qu'il faut éviter. C'est pourquoi ce dialogue, s'ils avaient dès à l'entame
fait appel aux autres et fait une démarche vis-à-vis de ceux qui ne sont pas en phase avec la junte. Mais quand le chef de la junte dit que les ennemis du Mali, on les met de côté, il le dit, il écrit. Lui-même d'office, il ne fait plus de dialogue. Il a une arme, vous faites le dialogue, vous faites ce qu'on vous dit, vous faites les recommandations, on applaudit, on fait la prolongation encore de la transition. Et c'est ce qui n'est pas bon. Ça, c'est, on fait tout ce qu'on a dénoncé, tout ce qu'on a décrié. On s'embourbe dans les fautes et dans les erreurs. Oui, on a le fichier électoral, ils disent que on a, alhamdoulilah, que des jeunes informaticiens maliens ont fait la prouesse de craquer. Ils ont craqué. Et c'est au sommet de l'État qu'on dit qu'on a craqué les données d'une entreprise privée avec laquelle nous avons un contrat. Et que l'État reconnaît que nous devons 5 milliards de francs CFA à cette entreprise. Et que l'État est une continuité. Depuis SOATT à IBK aujourd'hui, nous devons 5 milliards. Pendant que nous payons Wagner à 5 à 6 milliards, voire 7 milliards par mois. On n'est pas capable de rembourser la dette que nous reconnaissons pour disposer de nos données. Mais ces informaticiens ont tous été dans la boîte. Ce n'est pas de nouveau. Mais ils ont préféré faire une carte biométrique avec beaucoup d'erreurs, injecter plus de 20 de nos milliards de francs CFA. Et dire maintenant nous avons des informaticiens, nous avons ce qu'on appelle Malikoura biométrique. C'est un très beau concept. Mais Malikoura biométrique, Malikoura, le concept malien, par les Maliens, la compétence malienne n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pas nouveau. Mais ils ont cette envie toujours de montrer que nous faisons de nouveau. Ils font de la redite. Mais quelle leçon on donne à la génération, à la jeunesse? Est-ce que c'est une jeunesse, voilà... on triche, on vole, on refuse de payer sa dette. Est-ce qu'on dit aux Maliens que quand tu es en dette avec quelqu'un, tu peux ne pas payer le gouvernement malien? Pour espionnage et vol. Mais la junte qui a préparé son coup peut dire, voilà, Maliens, vous voyez, je veux faire les élections, je l'ai donné, c'est la France qui est derrière. Parce qu'il faut toujours trouver un bouc émissaire. Mais comme souvent les gens suivent ce qui se dit à la télé et dans les réseaux sociaux des loupards virtuels, on va dire oui, c'est vrai, c'est une réalité. Maintenant qu'on veut faire les élections, ils disaient qu'on fasse les élections, ils ne veulent plus qu'on aille aux élections. Qu'est-ce qu'ils veulent finalement? Non. Il ne faut pas déplacer le problème. Il y a anguille sous roche. Nous avons espoir que rapidement il y aura un nouveau calendrier électoral. Nous avons espoir que rapidement on ira aux élections. Et nous sommes prêts à aller aux élections. Il ne s'agit pas d'Ismaël Sako d'être forcément candidat. Il ne s'agit pas d'Ismaël Sako de gagner les élections. Je suis dans un collectif. Nous allons réfléchir et nous travaillons dans ce sens-là. Maintenant, si Assimi Goïta demain décide de ne pas quitter le pouvoir et que mars passe, nous avons dit que nous prendrons des mesures légales, juridiques, telles que la Constitution nous autorise, telles que prévues dans la charte des partis politiques. Et ça fait partie d'une des mesures. De dénoncer, de donner notre point de vue. La conférence de débat, c'est une autre mesure. D'autres actions vont suivre. Mais au fil du temps, on va dérouler ce qui est prévu. Et vous serez informés parce que nous avons les mails, nous avons les messages des uns et des autres. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, je vous remercie d'être là. J'ai beaucoup de vos confrères à Bamako, quand ils reçoivent mes écrits, ils m'écrivent en inbox, Ismaël, s'il te plaît, ne mets pas ça sur le groupe, tu vas me créer des problèmes. Ils ne peuvent plus publier ce que nous écrivons. Peu d'organes de presse maliens qui nous accordaient des interviews aujourd'hui ont des difficultés parce qu'ils disent que tu es tellement tranchant dans ce que tu dis que nous, ça nous crée des problèmes. On peut se retrouver en prison, on n'a pas de moyens de quitter le pays. C'est comme si on nous oblige à teinter nos propos. Mais c'est ça aussi que nous dénonçons, le fait que la presse soit bâillonnée, elle soit plus libre. Si Assimi gagne le pouvoir, nous posons des actions et vous serez informés des actions que nous poserons. Et ils savent que nous ne dormons pas. C'est pourquoi nous sommes de pays en pays et puis on mène nos actions, ils nous cherchent, on les évite, on avance et on agit. La transition civile est-elle portée par qui? Vous avez suivi lorsque
avant que l'imam Mahmoud Diko n'aille à une de ses visites à l'étranger, je me rappelle que la CEMAS avait été reçue en catimini par le ministre de l'administration territoriale. À la suite de laquelle rencontre, ils avaient annulé une marche qui était prévue, je pense que c'était en novembre 2023. Qu'est-ce que cette organisation avait demandé? C'était une transition civile. Qu'est-ce que l'appel du 20 février avait dit dans son dernier communiqué lorsque la junte a annoncé le report sine die des élections? Une transition civile. D'autres organisations sociales l'ont dit. Donc, Ismaël n'agit pas en tant qu'individu privé à l'écart d'un collectif. Quand les camarades sont en difficulté, il y a des propos que moi qui suis à l'étranger, je peux porter. Il y a des messages que je peux porter. Il y a des actions que je peux poser que eux, aujourd'hui, en difficulté, ne peuvent pas porter. Donc, je joue ma part, j'annonce, et je le fais en coordination avec ceux qui sont à l'intérieur du pays. Et je le fais en coordination avec certains acteurs qui sont en dehors du pays. Mais une transition civile, c'est un plan d'action. C'est un modus operandi. Le choix du président. Est-ce que la junte va accepter de donner le pouvoir? On sait que non. Elle n'est pas dans cette dynamique, elle n'est pas dans cette logique. Mais nous avons nos moyens aussi. C'est pourquoi nous avons dit que nous avons une démarche inclusive, nous avons une démarche pédagogique, d'information, de sensibilisation de certains Maliens. D'autres nous recevront, de crainte ne vont pas nous suivre, d'autres par conviction ne vont pas nous suivre, d'autres parce qu'ils pensent que toutes les actions des hommes politiques ne vont pas aboutir, ne vont pas nous suivre, mais parce que nous serons constants et persévérants, que comme aujourd'hui certains sont là, demain d'autres seront aussi là. Et après-demain, Ismaël Sako sera ailleurs, mais ça va suivre. J'ai un échange avec des Burkinabés que je vais rencontrer probablement la semaine prochaine. J'ai été saisi par un leader jeune nigérien que je rencontrerai aussi plus tard. Donc, on n'est pas dans des actions isolées, Mali. On est dans un espace. Il faut qu'on arrive à se parler avec les autres. Demain, dans un mois et demi, il n'est pas exclu que demain on fasse des actions avec d'autres. Ensemble. Avec la spécificité malienne. Et nous continuons à poser nos actions avec les Maliens. Parce que c'est d'abord chez nous. Mais c'est aussi parce que c'est notre région qui est menacée. Qu'on ne peut pas évoluer en vase clos. On sera ouvert à d'autres. Il y aura des actions sporadiques ponctuelles. Et quand on lui a dit que oui, c'est possible qu'on aille vers un report des élections, mais nous voulons d'abord qu'on fasse les élections présidentielles, qu'on fasse tout pour les élections présidentielles, quitte à ce que d'autres élections n'aient pas lieu, mais ils ont préféré mettre en amont que les partis politiques ont dit qu'on va vers un report. Ils sont dans ce jeu de mots. Mais il faut suivre ce qui se passe, il faut le rappeler, les engagements, il faut dire non, c'est pas ce qu'on a dit, et tu peux le dire qu'une seule fois au Mali. Après, tu es menacé. J'ai des journalistes qui devaient aller à Bamako, que je ne cite pas. Ils voulaient me recevoir avant. Ils m'ont dit, on te reçoit une fois qu'on revient du Mali. Il y a des leaders de l'association malienne en France qui partent ce week-end qui s'annonce, et le week-end d'après, qui m'ont dit, on va au Mali, si on vient, si on nous voit, si, on pourrait avoir des soucis, parce que nos familles, parce que nous-mêmes, on peut être bloqués au Mali. Donc c'est tout ça la peur que les gens ont. C'est dans notre constance, c'est dans notre démarche qu'on va arriver à rassurer les gens. Que tout le monde ne peut pas aller en prison. Il y a des gens qui iront et d'autres n'iront pas. Après, tout le monde ne prendra pas la parole. Est-ce qu'il se met à être le bouc émissaire? J'accepte d'être le bouc émissaire. J'accepte de prendre la parole et que si quelqu'un doit être sanctionné, que je sois sanctionné. C'est ça aussi un leader. Un leader n'est pas un dirigeant. C'est prendre des risques. Souvent, c'est avoir raison très tôt. Mais ce n'est pas forcément aller dans le sens de la majorité. Un leader trace la voie. Et le temps te donne raison. Tel Nelson Mandela, tel Patrice Lumumba. C'est tous les combats menés qui font que Obama a été président des États-Unis. Donc nous sommes dans une dynamique. Et encore une fois de plus, de façon modeste, je ne suis pas seul. Je n'ai pas la prétention de porter ce combat seul. Je ne peux pas. Je suis dans un ensemble. Je suis entendu et ils sont entendus. Nous sommes en phase. Et on travaille sur ce dont on est d'accord. Il y a des points sur lesquels il y a des divergences.
chacun les portera à son niveau. Il y a des contradictions que nous faisons aussi. Donc ensuite, est-ce que la question de mon frère Malali sur l'esclavage au Mali, les positionnements des leaders politiques, d'abord je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont morts dans ce combat, dans cette lutte, et ensuite dire que c'est une question de droits de l'homme, consacrée dans la Constitution de 92 et dans la nouvelle Constitution tripatouillée. Et la vie humaine, on dit dans nos constitutions, y compris dans le acte de Kourkanfouga, que la vie humaine est sacrée et inviolable. Nous ne faisons pas, on va dire, l'économie de toute barbarie. Nous condamnons tout acte qui va dans le sens de nuire à l'intégrité physique déjà de l'être humain, encore moins qui va aller ôter la vie à un individu. Et je peux quand même saluer une des avancées aussi de cette transition, c'est d'avoir pris une loi. Une loi existe déjà, hein, pris clairement en bonne uniforme, noir sur blanc, contre l'esclavage, et bien écrit. Comme la Mauritanie l'a fait. Moi, j'ai vécu un moment en Mauritanie. Tu ne peux même pas en rigoler. Même en rigoler à dire à quelqu'un que, comme toi et moi, on se taquine. J'ai dit tout à l'heure que tu m'as aidé à m'affranchir. Même ces blagues ne passent pas là-bas aujourd'hui. Entre je vais dire, Aratim. Non, même Aratim, ça ne se dit même pas. Même cette blague ne se fait pas. Moi, j'ai mon cousin, camarade de Guirimara, tu sais, de Tasset Barané et autre chose. Hein. Ce sont mes cousins en plaisanterie. J'ai vécu à Tasset Barané, j'ai aussi été passé un séjour dans ce village. Mais ça ne se fait pas là-bas en Mauritanie. J'ai discuté avec des avocats, des gens qui travaillent dans une cellule rattachée à des niveaux très élevés sur cette question-là, qui me fréquentaient, que je fréquentais. C'est pas une blague. Le Mali est en train d'évoluer vers ça. Donc, il arrivera à un moment donné qu'il faut qu'il y ait une campagne d'information, de sensibilisation sur le temps, pour que les gens comprennent que sur les questions d'égalité devant Dieu les hommes, nous sommes égaux et il y a un minimum entre les hommes. Maintenant, nous avons une culture avec une chefferie qui a sa façon de voir, souvent qui ne sont pas lettrés, qui n'ont pas accès aux lois. Il revient à votre association aussi de faire ce travail de sensibilisation. Il vous revient de vous approprier des textes et de travailler dans ce sens. Mais pour ma part, tout ce qui porte à l'atteinte à l'être humain, à sa physique, son intégrité, je ne partage pas et je condamne. Deuxième élément, est-ce que les hommes politiques, pour éviter de perdre de voix, ne veulent pas se mêler? Ça, c'est chaque homme politique. Je ne peux pas parler au nom des autres hommes politiques. Mais je peux parler, en tout cas à mon nom propre. Ce combat, je me suis frotté à ce combat. Oui, j'ai perdu des voix quelque part. C'est une réalité. On m'a appelé pour me dire, Ismaël Sako, il y a les élections législatives bientôt, donc ne sois pas surpris que nous ne votons pas pour toi si ta position n'est pas de notre côté. L'autre aussi m'appelle, il me dit, bon, si ta position n'est pas de l'autre côté, nous aussi nous donnons les consignes pour ne pas voter pour ton candidat. J'ai fait les frais de la justice et de la vérité. J'ai dit aux deux camps, vous pouvez me sanctionner comme vous voulez. La loi, c'est la loi. Voilà ce que je pense de ce problème-là. Alors, quand le destin veut que tu occupes une fonction, les gens peuvent être contre, mais tu l'auras parce que les voies vont s'ouvrir pour. L'être humain n'est que celui qui aide, qui facilite à cela. Donc, je suis intransigeant là-dessus. Et je pense que toi et moi, on ne s'est pas parlé depuis 2019 ou 2018, je ne sais pas trop. 2019. On ne s'est pas revu, si ce n'est récemment. On a eu un débat assez dur là-dessus. On n'était pas d'accord sur tout. Mais chaque fois qu'on se voit, c'est avec aimabilité, c'est avec respect, courtoisie, et que nous partageons, il y a des points que nous partageons ensemble. Alors, je n'ai pas changé, je suis le même. Mais déplaise à ceux qui pensent, je suis des deux côtés, mais de la justesse, de l'équité. Je ne fais pas parti pris, je suis avec celui qui est avec le droit. Je défends le droit. Alors, soyons tous avec le droit et défendons le droit. Et c'est en cela qu'on fera une nation où les hommes seront égaux, où, je le dis encore une fois de plus, la culture du mérite
ne se fera pas sur la base d'une appartenance ethnique, d'une appartenance géographique, mais sur la base d'un savoir-faire et d'un savoir-être. Ça manquait dans nos pays parce que les hommes politiques que nous sommes, je me mets dedans, même s'il y a des disparités, ont souvent fait le choix de leurs militants. On fait la promotion souvent des proches. Oui, faisons la promotion des proches qui ont la compétence. Mais prenons aussi des compétences qui ne sont pas avec nous, qui ne partagent pas souvent notre obédience politique, mais qui peuvent aider à porter une mission. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu es avec nous. Parce que nous partageons un idéal, la démocratie. Nous partageons un idéal, c'est la justice. Nous partageons un idéal, c'est que les militaires doivent demeurer repartir dans les casernes et la chose politique, les gens politiques, quitte à ce qu'on cherche des vrais et des bons démocrates, quitte à ce qu'on réforme la démocratie, quitte à ce qu'on réforme le système politique de notre pays. Ça, il faut qu'on le mette au cœur des échanges. Oui, que la loi électorale, la charte des partis politiques soit révisée, elle soit corsée, pour que ce n'est pas parce qu'il a plus d'argent qu'il doit, c'est parce qu'il peut acheter plus de voix de conscience qu'il doit. Mais ça ne revient pas seulement aux lois, mais ça revient aux hommes qui choisissent. Il faut que l'électeur dise que ce monsieur, je me reconnais dans sa façon d'être, dans sa façon de faire. Et que demain, s'il vient au pouvoir, au-delà de ma personne, de mon village, voilà ce qu'il peut apporter au niveau de la nation. Ça manque aussi. Alors, il faut qu'on arrive à cela. Si on n'arrive pas à cela, ça va poser un souci. L'achat de conscience est monnaie courante. Mais qui fait le choix des hommes? C'est la même population. Cette même population qui dit à la junte malienne, nous sommes avec vous aujourd'hui. Tanaï, il faut 2000 ans. Mais ce sont ces mêmes hommes politiques, ce sont ces mêmes populations, quand nous partons à elles, qui nous disent, nous on est pour les gens qui sont sérieux. Des gens qui n'ont jamais fait ci, qui n'ont jamais fait ça. Mais face à l'argent, beaucoup ont oublié leurs valeurs. Donc je veux dire merci à nos amis de Kaoural Renouveau qui sont là, de Aladji Touré, qui se trouve lui-même exilé politique dans un autre pays, avec lequel je suis en contact, et nous partageons beaucoup de choses en commun, et nous nous retrouvons aussi dans l'appel du 20 février. Donc pour dire encore une fois de plus que nous ne sommes pas seuls dans ce combat-là. Voilà. Que ce soit de Denver avec Iba Bokoum, que ce soit ailleurs d'autres personnes, nous sommes en phase avec beaucoup de gens qui ne sont pas ici. C'est une conférence de presse, nous avons voulu un format simple, la presse face à nous, pose des questions, on répond. Et demain nous serons face aux Maliens. Ce sera peut-être plus corsé, mais nous sommes préparés à. Il n'y aura pas de cravate, mais nous serons dans une autre ambiance. Donc voilà un peu ce que je voulais apporter comme élément de réponse à ceux qui ont posé les questions. Je ne sais pas si j'ai répondu, aux attentes des uns et des autres, mais nous sommes dans un débat. C'est une part de vérité qui n'est pas la vraie vérité. La vérité absolue, elle appartient au Tout-Puissant. Nous ne sommes que des hommes, nous sommes des passagers. Alors je demande un minimum de tolérance au cas où les gens n'auront pas été satisfaits. Et puis à d'autres événements, nous serons aussi ouverts à des questions. Alors est-ce que quelqu'un a une question? Toujours aux journalistes? Oui, hommes de médias. C'est qui nous ont permis de voir un peu plus clair et de mieux situer le personnage, l'action politique et surtout l'avenir. Je note aussi que vous faites cette conférence de presse ici, à Paris. Oui. Et je mets ça en parallèle avec votre positionnement de ne plus reconnaître au-delà de certaines dates le gouvernement du président Assimi Goïta et de demander à un passage rapide à une transition civile. Comment la France vous regarde? Avec quels yeux? Elle est plutôt favorable à votre position, je peux m'en douter, ou alors elle est contre? Vous savez, quand je me suis engagé en politique, c'est une décision personnelle. Et c'est des Maliens qui ont fait confiance à l'homme que je suis, sur la base d'un parcours, sur la base d'un programme que nous avons décidé ensemble. Alors quand je décide de mener une action, je me réfère aux Maliens. Et je ne suis pas en contact avec une autorité française qui peut me dire voilà ce que tu fais, c'est bien, c'est pas bien. Non, nous ne sommes pas de cette école. Oui, il nous arrive d'avoir des amitiés. Nous sommes dans un pays ouvert où
ce n'est pas le vase clos. Comme je peux échanger avec des Allemands, je peux échanger avec des Belges, je peux échanger avec des Suisses, je peux échanger avec des Américains. Et il m'arrive d'échanger aussi avec des amis qui sont des hommes politiques de ce pays, de gauche, qui ne sont pas au pouvoir, où nous parlons de solidarité, où j'ai rencontré aussi la diaspora, les enfants issus de la deuxième, troisième génération, qui sont des élus maliens de ce pays-là, où nous avons eu des échanges sur les questions de démocratie. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que nous faisons? L'un dans l'autre, sans interférence aucune, chacun mène son combat. Alors, est-ce que les autorités françaises savent qu'Ismaël Sako, aujourd'hui, à Bassi, tient une conférence de presse? Je dis non. En tout cas, ce n'est pas moi qui ai informé que je tiens une conférence de presse. Mais ils sont renseignés. Ils ont les renseignements généraux, naturellement. C'est leur territoire, c'est leur pays. Ils suivent, ils savent. Mais j'ai dit, de par ma personne, je paye d'échange avec eux. Ça, c'est un. De deux, j'aurais pu avoir une salle autre, aussi haute. Mais cette salle, ceux qui sont venus en premier ont vu comment on l'avait aménagée. Donc, si j'avais un accompagnement ou un accord avec eux, ce n'est pas ici que je ferais cette conférence de presse. Et peut-être que j'aurai aussi d'autres médias, en plus de ce que j'ai ici. Mais j'ai la crème, j'ai la qualité, j'ai les questions pertinentes. Et c'est ça, et je suis avec les Maliens, je suis avec l'Afrique. Et je me plais dans ça. Et depuis que nous sommes là, nous disons que nous avons une démarche pédagogique auprès des Maliens, y compris dans les foyers et dans certains appartements. Ensuite, nous avons une ouverture vis-à-vis des pays, dont des Burkinabés et des Nigériens. Mais ce n'est pas... Oui, j'ai échangé avec un journaliste que je ne cite pas, qui est béninois, qui veut m'accompagner dans cette dynamique-là. Mais encore, c'est un Africain. J'ai une consoeur qui intervient comme analyste politique, qui est aussi une Africaine. Donc, je prends mes conseils auprès de ceux qui sont ici. Quand nous avons une idée, c'est une de mes têtes pensantes qui me dit c'est bon, c'est pas bon. Qui passe au premier fin ce qu'on fait. Donc, mes documents ne sont pas avisés ailleurs. Ils sont avisés avec nous, parmi nous. Et on était ensemble à la réunion avec les camarades qui ont décidé d'enlever certaines parties, maintenir certaines parties. Et nous avons travaillé selon le cahier de charges qui a été arrêté. Ce cahier de charges n'a pas changé. Le format n'a pas changé. En fait, c'est compte tenu de la relation qui existe aujourd'hui avec les autorités maliennes actuelles et le gouvernement français, on sait que les relations sont pour le moins tendues entre les trois transitions qui sont Mali, Burkina, Niger, on le sait. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po ou ENA pour le savoir, on le sait. Et à contrario, on peut très bien imaginer que ces mêmes autorités françaises voient plutôt d'un bon œil des opposants qui viennent tenir une conférence de presse, surtout quand ces opposants sont contre le gouvernement en place. C'est ça ma question. Oui, mais ça n'a rien à voir avec si vous ont donné des conseils. Oui, c'est possible. Oui, mais ce que vous dites, c'est possible. Oui. Mais ça, c'est leur entendement. Si ce que je fais va dans le sens de ce qu'ils pensent, tant mieux. Mais si ce que je fais va dans le sens de ceux qui ne pensent pas aussi, tant mieux. C'est nous qui assumons notre responsabilité. J'ai été à Dakar. J'ai été de passage à l'aéroport. J'ai fait appel à un certain nombre de médias locaux. Les questions étaient les plus complexes. Hein. Et je suis désolé, il y a un qui a trouvé que j'étais comme si j'avais préparé à l'avance, alors que ce n'était pas le cas. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas osé publier parce qu'il était anti-gouvernement du Sénégal, proche des jeunes dans sa conception. Et jusqu'ici, mon élément n'est pas sorti médiatiquement en termes d'image. Mais il a écrit le papier, il a fait deux papiers différents. Donc, pour dire que quand nous allons dans un pays et que nous appelons les journalistes, on ne sait pas les questions qui vont nous être posées. La preuve en est vous, je vous vois pour la première fois. David Bachet qui m'a reçu plusieurs fois sur l'antenne RFI, je le vois pour la toute première fois. Ma soeur RFI Mamanankan, je suis souvent passé à travers André Traoré. Je la vois, Bouka, je l'ai connu à l'époque quand je venais pour ADEM France, une association que j'avais créée en 2003. Donc, Lydia, je m'attendais à des questions beaucoup plus pointues parce que je l'ai connu assez fort dans son empoignade. Je le dis, je suis disposé à ça. Donc, tu ne sais pas ce que les journalistes posent. Alors, nous menons notre combat parce que c'est nous qui savons ce que nous vivons. Nous savons ce que notre population veut. Nous pensons que nous sommes une alternative crédible. J'ai préféré Paris parce que j'ai des assises à Paris. J'ai vécu ici en France, j'ai fait mes études et j'ai fui ancien président du Conseil national de la jeunesse, le premier président du Conseil national de la jeunesse malien de France, élu en 2005 en France, au nom du Mali. Donc, j'ai mes anciennes amitiés, j'ai des représentants de partis ici.
Ami Traoré est là, et d'autres. Donc, Paris et Bamako, pour moi, c'est comme si je sors d'un village, je vais dans un autre village. D'accord? Quand je vais à Dakar aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. D'accord? C'est pourquoi j'ai aussi fait un point de truc avec les journalistes. Donc, nous avons espoir que le combat que nous menons va aboutir. Nous avons espoir que ce que nous faisons, ça va au-delà de nos personnes. C'est pour éclairer les gens. C'est pour faire un éveil de conscience, une prise de conscience. C'est pour dire que ces autorités ne sont pas contre leur personne. Nous souhaitons qu'elles aillent dans le sens de respect de leurs propres engagements et qu'elles pensent à la souffrance des populations qui endurent, qui ont été assez résilientes. Et que nous pensons que s'il y a un dialogue, ça doit se faire aussi avec ceux qui ne partagent pas le même point de vue qu'eux. Ils ne doivent pas être exclus. On peut ne pas s'entendre. Mais il faut qu'eux aussi, ils acceptent de lâcher prise. Lâcher prise pour l'intérêt du Mali. Et pas que pour leur propre pouvoir. Chaque pouvoir a une fin. Les hommes passent, les États restent. Merci. Merci à vous. Donc,